Maintenant, la présentation du projet de règlement V539-10 modifiant le règlement de zonage V539, dont le premier projet a été adopté le 24 août 2020. Le titre du règlement va comme suit. Règlement V539-10, adopté afin de préciser différentes dispositions réglementaires et d'assurer la concordance avec les règlements numéros 389 et 390, modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Portneuf. Voici les buts du règlement. D'abord, modifier certaines définitions inscrites dans celui-ci, préciser certaines normes relatives aux constructions et aux usages complémentaires à l'habitation, revoir les modalités applicables aux conteneurs utilisés à des fins d'entreposage, apporter des précisions à certaines modalités relatives au stationnement et aux enseignes, permettre l'exercice de certains usages complémentaires à l'intérieur des zones agricoles dynamiques, plus particulièrement les services de déneigement ou travaux à forfait réalisés par une entreprise agricole, ainsi que l'utilisation des bâtiments agricoles désaffectés des fins d'entreposage, apporter des ajustements aux normes particulières applicables à l'implantation de nouvelles résidences à l'intérieur de la zone agricole afin d'assurer la concordance au règlement numéro 390 modifiant le schéma d'aménagement de la MRC de Portneuf, créer une nouvelle zone résidentielle en milieu agricole RAA3 regroupant les terrains adjacents à la rue Lortie et qui correspond à un secteur ayant été reconnu comme un milieu déstructuré de la zone agricole par une récente décision de la CPTAQ, permettre des usages communautaires et récréatifs à l'intérieur de la zone mixte M4 située sur la rue Notre-Dame, soit l'ancienne caisse des écureuils. Et enfin, autoriser les activités liées à la récréation commerciale à l'intérieur des zones commerciales C3, donc Place de Nakona, C9, la rue commerciale, et de la zone centre-ville CV4 dans le vieux de Nakona. D'abord, les modifications apportées aux définitions. Au niveau du garage privé, nous voulions préciser certains éléments pour mieux définir ce qu'est un garage privé. Donc, nous ajoutons la mention pour être considéré comme un garage privé. Le bâtiment doit être accessible en automobile et être muni d'au moins une porte possédant une largeur suffisante pour permettre le passage d'une automobile. Nous voulions aussi modifier la définition de mur de soutènement en ajoutant construction conçue avec un matériel rigide, bois, béton, pierre ou avec ou sans mortier, bloc de remblai, bloc de béton, briques, etc., soutenant, retenant ou s'appuyant contre un amoncellement de terre. Ensuite, deuxième modification, le quatrième alinéa de la section 5.1 est modifié pour préciser de quelle façon peuvent être utilisés les conteneurs et dans quelle zone. Donc, nous ajoutons à la sous-section 7.5.6, au paragraphe 1, la mention appartenant au groupe commerce et services, industrie ou utilité publique. Dans les zones commerciales, nous ajoutons la zone C12 et, encore une fois, nous modifions le paragraphe numéro 2 pour ajouter la mention au sous-groupe commerce lourd ou groupe utilité publique dans lesquelles zones ce n'était pas autorisé précédemment de posséder des conteneurs à des fins d'entreposage. Ensuite, un troisième alinéa est ajouté à l'article 6.1.1 précisant le nombre de bâtiments principaux par terrain. Il est précisé, afin de permettre certains projets, que sur un terrain situé à l'intérieur d'une zone agricole, celui-ci peut être occupé par plusieurs bâtiments à la condition qu'il soit démontré que les usages exercés dans l'ensemble de ces bâtiments soient identiques ou complémentaires. Dans un tel cas, chacun des bâtiments doit respecter les marges de recul prescrites à la grille des spécifications et être implanté à une distance minimale de 3 mètres les uns des autres. De plus, les bâtiments doivent posséder des caractéristiques architecturales communes et des matériaux de revêtement extérieur qui s'agencent entre eux de façon à créer un ensemble bâti harmonieux. Cette possibilité n'est donc uniquement permise maintenant que dans le parc industriel et dans les terrains industriels. Ensuite, nous modifions les normes relatives aux constructions complémentaires à l'habitation. Donc, un encadré est ajouté à la sous-section 7.2.2 suite au paragraphe 8, donc afin de préciser les normes relatives à Hydro-Québec. Donc, ce n'est qu'un encadré, ce ne sont pas des normes gérées par la municipalité, mais vraiment des normes que nous souhaitons simplement inscrire dans le règlement pour rappeler les exigences d'Hydro-Québec en lien avec l'implantation des bâtiments complémentaires sur les terrains privés. Ensuite, les normes relatives aux constructions complémentaires à l'habitation. Nous apportons quelques ajustements. Donc, le deuxième paragraphe de la sous-section 7.2.3 est bonifié comme suit. Donc, pour l'application du premier paragraphe de la sous-section 7.2.2, l'ensemble formé par deux constructions est considéré comme étant un seul bâtiment complémentaire. Donc, en réalité, lorsque nous combinons, par exemple, deux bâtiments complémentaires ou un bâtiment complémentaire à un bâtiment d'agrément, il ne compte pas pour deux bâtiments, mais maintenant pour un seul bâtiment.
dans le calcul du nombre. Dans les normes relatives au garage privé, un paragraphe est ajouté à la sous-section 7.2.4. Donc, afin de mieux définir les normes liées au garage privé, nous précisons qu'un garage privé doit reposer sur une fondation de béton coulé et posséder une largeur minimale de 3,75 mètres et une profondeur minimale de 6 mètres. Il doit également être muni d'au moins une porte possédant une largeur minimale de 2,5 mètres qui est accessible par une allée d'accès conforme au présent règlement. Ensuite, pour les normes relatives aux abris à bois, le paragraphe C de la sous-section 7.2.5 est bonifié comme suit. Encore une fois, afin de permettre l'annexion d'abris à bois, soit sur un bâtiment secondaire ou un bâtiment principal et qu'il ne compte que pour un, nous précisons que pour l'application du premier paragraphe de la sous-section 7.2.2, l'ensemble formé par les deux constructions est considéré comme étant un seul bâtiment complémentaire. Normes relatives aux conditions d'agrément, les paragraphes 3, 5 et 7 de la sous-section 7.2.4 sont modifiés comme suit. Donc, nous ajoutons qu'en plus, elles peuvent être isolées sur le terrain ou être attenantes au bâtiment principal ou à un bâtiment complémentaire. Donc, les conditions d'agrément peuvent être aussi annexées à des bâtiments complémentaires. Dans ce cas, la construction d'agrément doit s'harmoniser à l'architecture du bâtiment auquel elle est rattachée. Nous avons aussi au paragraphe 5 précisé que dans le cas d'une construction d'agrément attenante à un bâtiment complémentaire, sa hauteur ne doit pas excéder la hauteur de celui-ci, un peu comme dans le cas d'un bâtiment principal. Et dans le paragraphe 7, nous ajoutons, dans le cas d'une construction d'agrément attenante à un bâtiment principal ou à un bâtiment complémentaire, l'un de ses côtés peut être entièrement fermé par le mur du bâtiment auquel elle est rattachée. Contrairement à ce que normalement prévoit le règlement pour les bâtiments d'agrément qui doivent être ouverts par des parties ouvertes sur chacun des côtés. Ensuite, la 9e modification, le tableau synthèse des normes applicables aux bâtiments complémentaires au chapitre 7 est modifié comme suit. Donc, dans le paragraphe définissant le bâtiment d'agrément, nous précisons une construction d'agrément de type gloriette, gazebo, kiosque ou pergola attenante au bâtiment principal ou à un bâtiment complémentaire doit s'intégrer harmonieusement à l'architecture de celui-ci. Le texte apparaissant dans la case située à l'intersection des cases construction d'agrément et hauteur maximale est modifié de façon à se dire comme suit, ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal ou la hauteur du bâtiment complémentaire auquel elle est rattachée. En réalité, ces modifications viennent simplement préciser dans le texte les normes qui ont été précédemment modifiées. Normes générales relatives aux usages complémentaires à l'habitation. Le premier alinéa de la section 7.3 est bonifié comme suit. Donc, normalement, les usages faisant partie de la présente section sont également autorisés comme usage complémentaire à l'habitation lorsqu'ils rencontrent les conditions prescrites. Toutefois, à moins qu'il en soit spécifié autrement au présent règlement, un usage complémentaire à l'habitation peut être autorisé uniquement à l'intérieur d'une résidence unifamiliale, isolée, jumelée ou en rangée, ou une résidence bifamiliale isolée. De plus, un logement ne peut comporter qu'un seul usage faisant l'objet de la présente section. D'ailleurs, on ajoute aussi un encadré que lorsque des usages complémentaires à l'habitation doivent être ajoutés dans la zone agricole, qu'on doit se référer aussi au règlement prévu à cet effet. Donc, le tout, cette norme est modifiée afin de prendre en compte que les usages complémentaires à l'habitation ne peuvent être autorisés dans des habitations de plus grande densité. Nous modifions aussi les normes relatives aux usages complémentaires de services. Donc, l'article 7.3.1.2 est modifié comme suit. Les sous-paragraphes A et C du premier paragraphe sont modifiés. Ainsi, il ne peut y avoir plus d'un usage du genre par logement. Avant, c'était inscrit par bâtiment. Seul l'occupant du logement, et non du bâtiment, ayant son domicile principal dans celui-ci, peut opérer de telles activités, avec l'aide d'un ou d'un employé ayant son domicile à une autre adresse. Le troisième paragraphe est quant à lui modifié comme suit. Moins de 30 % de la superficie du plancher du logement peut servir à des fins d'usage complémentaires de services sans toutefois excéder 40 mètres carrés. Encore une fois, c'est simplement le mot qui a été modifié. La 12e modification, donc nous modifions les normes relatives aux logements supplémentaires, donc les logements qui peuvent s'ajouter dans une résidence. L'article 7.3.2.4 relatif à l'aménagement de ceux-ci est modifié comme suit. Le premier alinéa est modifié en ajoutant que ceux-ci sont autorisés à l'intérieur d'une habitation existante seulement
et non pas dans une habitation nouvelle. Le troisième paragraphe du deuxième alinéa est remplacé par le paragraphe suivant. Dans le cas d'un logement aménagé au sous-sol, chaque chambre doit posséder une fenêtre qui donne sur l'extérieur et dont les dimensions sont suffisantes pour permettre l'évacuation du logement. Nous précisons qu'il est de la responsabilité du propriétaire de l'immeuble de s'assurer que son logement respecte les exigences prévues dans le code de construction et de sécurité en vigueur, en plus des différents codes nationaux du bâtiment. Tout ceci, évidemment, afin d'assurer la sécurité des aménagements réalisés dans les sous-sols des résidences où les propriétaires souhaitent ajouter un logement ou une chambre. Nous modifions l'habitation reliée à donc la section 7.4 est scindée en 3 alinéas et la phrase suivante est ajoutée. Les bâtiments ne sont pas comptabilisés dans le nombre maximal de bâtiments complémentaires à l'habitation autorisés sur un terrain et leur superficie n'est pas calculée dans la superficie totale permise pour l'ensemble des bâtiments complémentaires à l'habitation sur un terrain qui est indiqué à la sous-section 7.2.2.2 du règlement. Donc, en réalité, c'était pour permettre dans la zone agricole d'avoir plusieurs bâtiments complémentaires donc à l'usage principal d'agriculture, sans qu'ils soient comptabilisés, afin de prendre en compte la réalité des agriculteurs qui ont souvent plusieurs bâtiments, donc un silo, une ferme, une grange, un garage, etc. Normes relatives aux cabanes à sucre privées, nous ajoutons un encadré à la sous-section 7.5.5 entre les paragraphes 4 et 5. Donc, à l'intérieur du territoire assujetti à la LPTAA, il faut également se référer à l'article 13 du règlement sur l'autorisation d'aliénation ou d'utilisation d'un lot sans l'autorisation de la Commission pour déterminer la superficie maximale de plancher autorisée pour l'aire de repos. En réalité, c'est que dans les cabanes à sucre privées en milieu agricole, il y a un maximum autorisé pour les aires qui ne sont pas dédiées finalement à l'activité du sucre ou encore de fabrication du sucre ou du sirop d'érable afin de limiter les possibilités que les gens utilisent les cabanes à sucre comme des chalets. Non relative aux conteneurs, donc le premier alinéa de la sous-section 7.5.6 est reformulé ainsi. Un conteneur peut être autorisé à des fins d'entreposage aux conditions prescrites à la présente sous-section à l'intérieur des zones suivantes. Donc, comme nous l'avons mentionné au début dans les buts du règlement, nous voulions préciser de nouvelles zones où pouvaient être permises les conteneurs à des fins d'entreposage. Donc, voici les deux paragraphes qui sont modifiés. Dans les zones industrielles, en complément d'un usage appartenant au groupe commerce et services, industrie ou utilité publique. Dans les zones commerciales C6, C7, C9, C10, C12, en complément d'un usage appartenant aux classes services automobiles ou autres véhicules ou appareils motorisés, au sous-groupe commerce lourd ou au groupe utilité publique. Précédemment, ce n'était pas autorisé dans les secteurs de commerce lourd ou groupe d'utilité publique. Et donc, nous ajoutons cette possibilité dans certaines circonstances. Le premier paragraphe de l'article 7.5.6.1 est modifié ainsi. La hauteur d'un conteneur de haut à pas excédé 3 mètres, 9 pieds 10 pouces. Avant, c'était un peu plus bas, la hauteur maximale permise, mais ça ne prenait pas en compte les nouveaux produits existants de conteneurs qui sont un petit peu plus volumineux, parfois maintenant sur le marché, et qui maintenant peuvent être autorisés. Les normes relatives aux conteneurs, la suite des modifications. Les paragraphes 3 et 6 de l'article 7.5.6.2 sont modifiés comme suit. Nous ajoutons, afin d'être considéré attenant, le conteneur doit être localisé à une distance maximale de 30 cm du mur du bâtiment. Avant, il n'y avait pas de distance, ce n'était pas facile d'appliquer cette clause du règlement lorsqu'on venait pour faire l'analyse d'une propriété. Et lorsque plus d'un conteneur est installé sur un même terrain, ceux-ci doivent posséder la même hauteur et être regroupés de façon homogène en respectant les indications apparaissant au croquis. Évidemment, nous n'avons pas le croquis, mais c'était afin d'indiquer que nous souhaitions que les conteneurs aient tous la même hauteur. Les usages complémentaires en zone agricole. Le chapitre 7 est modifié par l'ajout de 2 sous-sections contenant les services complémentaires aux activités agricoles ou forestières et l'entreposage à l'intérieur des bâtiments agricoles désaffectés. Donc, à la section 7.6.1,
Celle-ci qui est complètement ajoutée. Nous précisons que les services complémentaires aux activités agricoles ou forestières dans les zones agricoles dynamiques, les services de déneigement ou certains travaux réalisés à forfait sont autorisés dans les conditions suivantes. Donc, l'activité ou le service doit être réalisé à titre complémentaire et à une exploitation agricole déjà établie où l'activité agricole demeure dominante. Dans le cas où il y a une cessation de l'activité agricole, l'usage complémentaire n'est plus autorisé. L'activité est réalisée par un producteur agricole ou pour le bénéfice d'un producteur agricole tel que défini par la loi sur les producteurs agricoles. Aucune enseigne commerciale n'est autorisée pour annoncer le service offert. L'usage ne doit générer aucun entreposage extérieur à l'exception de l'entreposage et du stationnement des véhicules et remorques utilisés dans le cadre du service offert. Les équipements présents sur le site doivent majoritairement être utilisés à des fins agricoles. Et une autorisation de la CPTEQ, s'il y a lieu, doit être obtenue pour l'exercice de cet usage complémentaire. Toutes ces modifications sont apportées afin de prendre en compte le fait que les agriculteurs, selon la saison, souhaitent offrir et faire fonctionner leur machinerie et leurs employés de manière à demeurer rentable et à assurer la survie de l'entreprise. Donc, en ayant des activités complémentaires dans les saisons plus mortes, où ils n'y ont pas d'activité agricole ou encore où ils ne font pas leur activité principale, qui sont souvent les cultures ou les élevages. Ensuite, la sous-section 7.6.2 est aussi ajoutée pour permettre l'entreposage dans les bâtiments agricoles désaffectés. Donc, encore une fois, dans les zones agricoles dynamiques, les activités d'entreposage ou de remisage à des fins non agricoles à l'intérieur d'anciens bâtiments de ferme ou agricoles sont autorisées aux conditions suivantes. L'entreposage ou le remisage est autorisé uniquement à l'intérieur d'un bâtiment agricole désaffecté déjà existant à l'entrée en vigueur du présent règlement. Aucune enseigne commerciale n'est autorisée pour annoncer l'exercice de cet usage. L'activité ne doit générer aucun entreposage à l'extérieur du bâtiment. Les activités de vente au détail ou en gros y sont strictement interdites. De plus, le bâtiment ne doit en aucun cas être utilisé comme un centre de distribution, d'entreposage ou de transbordement pour le transport par camion. La volumétrie du bâtiment doit être conservée et aucun agrandissement n'est autorisé. De plus, aucune modification à l'aspect extérieur et aux traits architecturaux du bâtiment n'est autorisée. Une autorisation de la CPTEQ doit, s'il y a lieu, être obtenue pour exercer des activités d'entreposage ou de remisage à des fins non agricoles. Nous modifions les dispositions relatives aux usages temporaires, donc les usages qui sont généralement d'une durée limitée sur le territoire. Donc, le délai, normalement, est limité à un temps qui est précisé plus loin dans le règlement. Mais nous précisons à ce moment-ci que le délai peut exceptionnellement être prolongé par l'approbation du Conseil au moyen d'une résolution et selon les conditions fixées dans cette résolution. Afin de prendre en compte certaines situations particulières, nous jugions qu'il était important de pouvoir permettre à l'occasion la prolongation des délais pour certains usages temporaires. Et en 18e modification, nous précisons certaines normes relatives au mur de soutènement en ajoutant certains matériaux qui peuvent composer celui-ci. Donc, le premier alinéa de la sous-section 9.5 modifié comme suit. Donc, nous ajoutons qu'il peut être fait de pierre avec ou sans mortier et de briques afin de prendre en compte certaines réalités et les produits maintenant sur le marché. Nous précisons aussi certaines normes relatives au remisage extérieur de véhicules de loisirs sur les terrains privés. Donc, le troisième paragraphe de l'article 9.7.2.2 est modifié afin de préciser qu'il ne doit y avoir un seul véhicule de chaque type remisé à cette fin sur le même terrain, sans toutefois excéder le nombre maximal de véhicules de loisirs pouvant être remisés sur un terrain qui est fixé à 3. Donc, par exemple, un VR, une motoneige, un 4 roues. Ensuite, construction et usage autorisé en cours avant. La sous-section 10.1.1 est modifiée par l'ajout du paragraphe suivant. Donc, l'usage de bornes de recharge pour véhicules électriques est maintenant autorisé en cours avant. Donc, l'aménagement de celle-ci, ce n'était pas pris en compte dans le règlement et nous souhaitons que ce soit inscrit. Donc, les normes relatives aux allées d'accès et aux aires de stationnement sont aussi modifiées. Le deuxième paragraphe, deuxième alinéa de la sous-section 11.1.5 dédié aux espaces de stationnement destinés à plus de 5 véhicules est modifié comme suit. Donc, nous précisons avec quels matériaux ils doivent être aménagés pour
être conformes. Donc, elles doivent être conçues de façon à éviter l'écoulement de l'eau vers la rue publique. Nous modifions la partie qui suit en précisant et être asphaltées ou pavées de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et formation de boue. Elles peuvent également être recouvertes d'un matériau perméable, favorisant l'infiltration des eaux de pluie dans le sol et n'émanant pas de poussière, soit avec de la pierre concassée tamisée de 20 mm et plus, pierre concassée, donc du 3/4 net, du pavé ou du béton drainant, des dalles alvéolées ou de la pelouse renforcée. Tout ceci, évidemment, pour s'assurer d'avoir des stationnements uniformes, conformes et propres. Le deuxième paragraphe de l'article 11.2.1, relatif aux allées d'accès communes, est modifié de cette façon. Donc, nous voulions éliminer finalement les obligations d'avoir des servitudes notariées lorsque l'espace utilisé appartient à des propriétaires identiques. Donc, dans ce cas-ci, nous venons préciser que lorsque l'espace utilisé appartient à des propriétaires différents, il y a obligation pour une allée d'accès commune d'obtenir une servitude notariée permettant l'utilisation et le partage de celle-ci par les deux propriétaires. Disposition relative aux enseignes, le chapitre 12 est modifié comme suit. La sous-section, le sous-paragraphe, C du paragraphe 20 apparaissant en troisième alinéa de la sous-section 12.1.1 est modifié comme suit. Donc, elles doivent être enlevées dans les 30 jours suivant l'événement. Précédemment, le délai était de 15 jours suivant l'événement, mais nous trouvions que finalement, dans certaines circonstances, il était jugé raisonnable de permettre que les enseignes temporaires demeurent 30 jours suivant un événement. Pour différentes raisons différentes raisons et situations qui sont parfois tout à fait justifiées. Le sous-paragraphe A du paragraphe de la sous-section 12.4.3 relative aux enseignes portatives est modifié comme suit. Encore une fois, nous voulions porter le délai à 30 jours. Donc, le paragraphe va comme suit. La mise en place d'une telle enseigne nécessite au préalable l'émission d'un certificat d'autorisation et ce dernier est valide pour une durée maximale de 30 jours. Un immeuble ne peut bénéficier de plus de 2 certificats d'autorisation par année. Normes applicables à l'implantation de résidences en zone agricole. Donc, la section 20.1 applicable à l'intérieur des zones agricoles dynamiques est modifiée comme suit. Le terme « les zones agricoles dynamiques » est remplacé dans les titres et le texte, un peu partout dans cette section, par la zone agricole. Donc, c'est vraiment le terme qui est modifié partout pour prendre en compte la nouvelle formulation. À l'article 20.1.1, est ajoutée la mention de la décision 413-400 rendue en 2019 sur l'ajout de la rue Lortie comme un nouvel îlot déstructuré. Et on ajoute un troisième paragraphe entre le premier et le deuxième qui précise que dans cette section, le déplacement d'une résidence à l'extérieur d'une superficie bénéficiant d'un droit acquis ou d'un privilège en vertu de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles sur une propriété différente, mais contiguë à celle où se trouve la résidence à déplacer, à la condition que la propriété nécessaire pour le déplacement soit acquise au préalable. Poursuivons sur les normes applicables à l'implantation de résidences en zone agricole. Donc, ajout d'une section complète, 20.1.3, intitulée « Dispositions particulières applicables à l'implantation de nouvelles résidences à l'intérieur des îlots déstructurés ». Donc, ces normes s'appliquent dans les zones résidentielles RAA et RV2. Nous avons 3 zones RAA sur le territoire, dont la nouvelle zone de la rue Lortie. Le paragraphe 20.1.3.1 est ajouté précisant l'usage, habitation et le nombre de logements doivent respecter la grille des spécifications de la zone visée par le projet. Ensuite, encore une fois, à 20.1.3.1, si l'aménagement d'un logement supplémentaire ou d'un logement intergénérationnel est autorisé, le bâtiment ne doit jamais comporter plus de 2 logements. Donc, évidemment, tout ceci est toujours dans la zone agricole et plus particulièrement dans les nouveaux et anciens îlots déstructurés. Et l'article 20.1.3.2 est aussi ajouté pour préciser certaines dispositions sur les distances séparatrices relatives aux odeurs. Donc, une installation d'élevage existante à la date de l'émission d'un permis de construction d'une nouvelle résidence ne sera pas contrainte par cette nouvelle résidence. Ainsi, toute installation d'élevage pourra être agrandie, de même que le nombre d'unités animales pourra être augmenté sans être assujetti à une distance séparatrice calculée à partir de la nouvelle résidence. Tout ça, évidemment, pour prendre en compte que les installations d'élevage existantes profitent d'un droit acquis et peuvent continuer d'être exploitées et agrandies, même si une nouvelle résidence se construit à proximité.
modalités sur les droits acquis. Donc, à la section 21.1, nous ajoutons une note en bas de page à la fin du premier alinéa. Donc, un bâtiment dérogatoire, quant à son implantation, est réputé bénéficier d'un droit acquis s'il a été érigé avant le 19 novembre 1973, qui correspond à la date d'adoption du premier règlement de construction, de zonage et de lotissement uniformisé V68 applicable sur l'ensemble du territoire de la ville de Donnacona. Ceci, évidemment, est pour prendre en compte que plusieurs bâtiments construits avant cette date avaient certaines dérogations, mais considérant l'âge de ces bâtiments et les nouveaux règlements, nous voulions limiter le plus possible l'obligation d'obtenir des dérogations mineures pour corriger d'anciennes constructions qui maintenant bénéficient de droits acquis. Plusieurs grilles des spécifications sont aussi modifiées ou corrigées pour prendre en considération les nombreuses modifications apportées par le règlement que nous vous présentons actuellement, dont celles parfois non mentionnées depuis le début de la présentation. Donc, la zone RA 36, la rue Lortie, est abrogée donc d'une des grilles et est remplacée par la zone RAA 3, donc dans les grilles des zones résidentielles en zone agricole. Une référence aux nouvelles normes sur les nouvelles résidences en îlots déstructurés est ajoutée pour les zones RAA 1, 2 et 3 et dans la zone RV2, donc dans leurs grilles respectives. Les usages administration publique, autres et loisirs municipal et culture sont ajoutés à la zone M4, donc l'ancienne caisse des écureuils. Donc, dans la grille de cette zone, nous ajoutons ces usages et ajout de l'usage récréation commerciale dans les grilles des zones CV4, C9 et C3. Pour terminer, nous apportons deux modifications au plan de zonage. Donc, nous créons une nouvelle zone résidentielle de faible densité en milieu agricole RAA3 à même la zone résidentielle de faible densité RA36. Donc, la zone RA36 est abrogée et donc le plan doit être modifié pour prendre en compte la nouvelle zone attribuée à la zone au secteur plutôt résidentiel de la rue Lortie, donc la zone RAA3. Donc, le plan est modifié comme vous pouvez le voir sur l'image ci-jointe. Dernière modification, et celle-ci toujours au plan de zonage, nous ajustons les délimitations de la zone publique et institutionnelle P5 de manière à ce qu'elle coïncide avec les limites du lot 6 293 151, soit le parc de l'avenue Godin. En effet, deux terrains résidentiels ont été ajoutés à même le parc de l'avenue Godin et donc les limites de celui-ci ont dû être modifiées. Nous devons donc, encore une fois, modifier le plan de zonage pour prendre en compte cette nouvelle réalité. Donc, j'espère que cette présentation vous aura éclairé sur la présentation des projets de règlement modifiant le plan d'urbanisme et le règlement de zonage. Si vous avez des questions ou commentaires, n'hésitez pas à nous contacter directement par téléphone ou par courriel. Il me fera plaisir de répondre à vos questions. Merci de votre attention. Passez une belle fin de journée.